Si nous reparlions de votre émotif, de votre soi-disant style émotif, vous croyez qu'il intéressera ? Oh non, je ne crois pas, non, vraiment. Moi, toujours, je peux vous dire une chose. Je peux vous dire un peu ce qu'on pense de votre soi-disant style émotif, dans tous les milieux, milieu populaire, milieu artistique, milieu militaire. Allez-y, enfin, vous m'aidez, carrément. L'avis de personnes cultivées et d'autres personnes de tous les mondes. Je vous écoute, je vous écoute. De vos sales romans et de vous-même, de vos façons. Allez-y, de vos airs effacés, de vos manières de jamais jouer le jeu. Alors, le pire Tartuffe des lettres françaises, voilà. Oh, j'attendais mieux de vous, colonel. On m'a dit déjà tout ça, 10 fois, 100 fois, et en termes joliment plus vifs, vitrioliques. Vous êtes plat, vraiment. J'ai tout entendu. Et dans l'admirable, voyons un peu l'admirable. On vous a rien dit d'admirable ? Vous avez rien fait d'admirable ? Oh si, colonel, oh que si. Je vois, colonel Rezeda, que vous commencez à me comprendre, à saisir le ton, bravo. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai été maintes fois admirable, la dernière fois devant Gibraltar. Attendez, je vous suis un instant. Là, mon calepin, mon crayon. Combien de pages ? 90. Alors, Gibraltar, comment Gibraltar ? Oui, Gibraltar, colonel. Devant Gibraltar, nous coulâmes un petit Anglais, l'aviso Kingston Cornelian. Nous lui passâmes par le milieu, nous le fîmes couler corps et bien, nous à 22 nœuds, pensez, 11 000 tonnes. Il n'a pas fait ouf, on était gros, il était petit, il n'a pas eu le temps. Eh bien, y a pas des biens, médecin maritime du Sheila, splendide unité, colonel le Sheila, tout armé, proue en poupe, nous le découpâmes par le milieu, cet effronté, toutes ces grenades firent explosion, il nous déchira sur 16 mètres de coque de longueur, mais lui, comme trou dans l'eau, pardon, corps et bien, c'est pas Trafalgar tous les jours, ils ont eu beau nous faire passer en conseil de guerre maritime, trop tard, nous filions nos 22 nœuds, colonel. Parlez pas si fort, il me chuchote. Vous avez eu des témoins ? Plutôt. Et comment ? Vous pouvez le dire, ça se passait à 11 heures du soir, une encablée de la forteresse, au moins 100 projecteurs sur nous, toute la forteresse. Il faisait plus clair qu'à Épinay. Épinay le studio. C'est malin. Une véritable prise de vue. Et vous vous vantez. Il prenait plus de notes. Non, je me vante pas, mais c'est ainsi. C'est ainsi aussi que 6 ans plus tard, je fis 2 ans de réclusion à la prison Westerfängstel, pavillon K, Copenhague, Danemark, aux Danois condamnés à mort. C'était pas volé. Non, Larbin, non, bien sûr, évidemment. Ils m'ont fait faire encore 5 ans sur les bords de la Baltique, dans des petites cahutes très spéciales, par 20-25 degrés au-dessous, et à mes frais, à mes frais. Pourquoi ? Ils savaient pas, pour le principe. Ils sont comme ça, les Danois. Oui, mais ils le disent pas aux touristes. Les touristes s'aperçoivent pas ? Non, ils se font éberluer, ça suffit. Y a pas plus con que les touristes. Ils partent tout Jean foutre, prétentieux, et ils reviennent encore plus Jean foutre et plus prétentieux, tous saouls des boniments d'agence. De quoi ils leur parlent, les Danois ? D'Andersen, Hamlet, Kierkegaard ? Qu'est-ce qu'ils ont encore, selon vous ? Damp. Jacob Jacobson, leur espèce de Mirabeau qu'ils ont condamné à mort, et puis 20 ans au Newf. Ils en parlent jamais de ce Damp. Non, jamais. Vous lui trouverez pas un sentier, la moindre rue, la moindre plaque. Vous avez dit, je crois, quelque part, qu'on tuait très bien les prisonniers en prison danoise. Et comment ? Vous avez des preuves ? Et comment ? Mais c'est pas par là du tout qu'ils diffèrent des autres peuples. Oh non, on tue normalement, rituellement, dans toutes les prisons du monde. Ça le fout à rire. Et vers quelle heure, je vous prie ? Vers 11 heures, minuit, colonel. Vous êtes renseigné ? Oh oui, très précisément. Picelle, ça s'appelle là-bas. 12-13, colonel. Les cellules 12-13. Caoutchoutées, retenez. On ne les montre pas aux touristes. Parlons d'autre chose. On nous écoute. Parlons un peu de votre technique. Il reprend ses notes, alias. Il est excédé, je vois. Votre technique, oui, votre invention. Vous y tenez à votre invention, hein ? C'est votre jeu partout, votre invention. La belle astuce, le jeu perpétuel. Les autres sont un peu plus modestes.
Oh colonel, moi la modestie en personne, mon jeu est pas osé du tout, je ne le présente qu'avec un soin, mille prudences, je le recouvre toujours entièrement, très précautionneusement de merde. C'est joli, vous pouvez être fier. À quoi vous sert alors ce jeu complètement fétide? La loi du genre, pas de lyrisme sans jeu, colonel. Notez, je vous prie, colonel, la loi du lyrisme. Sacrée loi. Vous pouvez le dire, le moi coûte énormément cher, l'outil le plus coûteux qu'il soit, surtout rigolo, le jeu ne ménage pas son homme, surtout lyrique drôle. Et pourquoi donc? Prenez note, prenez encore note, vous relirez tout ça plus tard. Il faut être plus qu'un petit peu mort pour être vraiment rigolo. Voilà, il faut qu'on vous ait détaché. Voyez ça, c'est tout vu. Et les autres alors, les autres? Ils trichent, ils font semblant d'être détachés, ils le sont pas. Oh, pas du tout, jouisseurs porcs ou mentes religieuses, pharisiens profiteurs de tout. Je à la merde et détaché. C'est la formule, si je comprends bien. Elle n'est pas gratuite, colonel. Oh non, pas gratuite. Vous méprenez pas. Elle a l'air seulement. Ce qu'elle coûte, il faut payer. Eh bien, vous savez comme est fait. Allez, colonel, allez-y. Votre cher nombril centre du monde, votre insupportable moi perpétuel, embête joliment votre lecteur. Voilà qui est carrément dit. Mes chers colonels Reseda, vous me faites rougir. Oui, je rougis pour vous, qu'un homme de votre érudition ait jamais compris que le drame de tous les lyriques, rigolos ou tristes, c'est leur jeu partout, précisément, à toutes les sauces. La tyrannie de leur jeu les ravit pas, je vous jure. Mais comment échapper au jeu? La loi du genre. Pourquoi? Il inscrit, vraiment, il écrit. Tenez, colonel, je prends vous. Vous prenez pas un bain de mer en haut de forme et habit de gala, non, hein? Quel rapport? Le lyrisme et la mer, quel rapport? Je vais pas tout vous expliquer, colonel, il me faudrait des heures. C'est cochon? Oui et non. Faut pas faire joujou sur le bord. Quelle histoire! Je vous précise, si vous êtes artiste à salon, pour patronage, pour cellule, pour ambassade, pour cinéma, vous vous présentez comment? En habit, pardi, en bel uniforme, c'est entendu, en chromo, il le faut. Mais si vous êtes côté lyrique, né lyrique, réellement lyrique, alors ça va plus, il y a plus de costume pour votre nature. Nerfs à vif qu'il faut vous lancer, vous présenter, vos nerfs à vif, les vôtres, pas les nerfs d'autrui, oh là, non, bien les vôtres, plus qu'à poil, à vif, plus que tout nu, et tout votre jeu en avant, hardi, pas de tricherie. Je note. Oui, colonel, l'indécence, l'exhibitionnisme, c'est du propre. Oh, c'est la fin du cabotin. Vous êtes inventeur en plus. Certainement. On me piassait, on me le prouve, on me passerait encore d'être lyrique, mais lyrique comique, j'y coupe pas, c'est l'assassinat garanti. Le lyrisme est peu français. Colonel, vous avez raison, les Français sont si vaniteux que le jeu des autres les fout en boule. Et les Anglais, et les Allemands, et les Danois, ils se hérissent aussi au jeu d'autrui, comme vous dites. Oh, réfléchissant, y pensant, ils sont peut-être plus sournois, plus discrets, c'est tout, moins nerveux. Mais le fait est universel. Personne aime le jeu d'autrui. Chinois, valaques, saxons, berbères, kiffent. Ainsi du caca, vous remarquerez. Chacun supporte à ravir l'odeur de son propre caca, mais l'odeur du caca d'Estelle, que vous adorez, soi-disant, vous est beaucoup moins agréable. De l'air que vous hurlez. Vous êtes ordure par système. Votre lyrisme n'est qu'un prétexte. Croyez-moi bien, colonel, je suis pas à une insulte près. Une fois César mis hors la loi, il ne rencontre plus que des assassins. Même pas besoin d'être César. Allez, hors la loi, on m'a tout volé, moi qui vous parle. Et puis on m'a accusé de tout, moi qui vous parle. Surtout dans ma propre famille, on m'a traité d'assassin. On me l'a écrit, et tenez-vous bien, d'assassin de ma mère. Alors vous, n'est-ce pas, colonel, tout ce que vous pourrez me bafouiller, qu'avez-vous fait à votre famille? Rien du tout, j'étais en prison. Quelle raison alors? Ils m'avaient volé, ils avaient peur que je réclame. Alors,
Ça veut dire que c'est pas vous, avec vos petites insultes, qu'allez me faire quelque effet. On va mettre tout ça. Comptez, combien de pages? 100, juste. Je mets vos remarques sur l'académie? Ce ferait pas si mal. Allez, c'est des plaisanteries oubliées. Vous apesantissez pas, c'est tout. Bon, c'est très joli, vous me cherchez chicane, mais vous ne m'aidez guère. Un autre sujet? Vous savez un petit peu d'argot? Parlez-moi de l'argot. Oh oui, oh oui. L'argot est un langage de haine qui vous assoit très bien le lecteur. L'anile, à votre merci, il reste tout con. Bon, c'est pas mal. Mais attention, gaffe! J'ajoute, les mois de l'argot s'épuisent vite, 2-3 couplets, 2-3 bons vannes, et votre lecteur se ressaisit. Un livre tout entier d'argot est plus ennuyeux qu'un rapport de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que le lecteur est un vicieux, il veut de l'argot toujours plus fort, où que vous lui trouveriez. Oui, où? Eh bien, colonel, retenez ça, piment admirable que l'argot. Mais un repas entier de piment vous fait qu'un méchant déjeuner. Votre lecteur vous envoie au diable. Il fout votre cuisine sans dessus-dessous, la gueule emportée. Il retourne au chromo, votre lecteur. Et comment? L'argot séduit mais retient mal. Ainsi, le monsieur séducteur, après quelques instants sublimes, se trouve dépassé par la dame. Il a promis monts et merveilles, il devait abattre des forêts. Le premier taillis le fout à genoux. Il demande grâce. Ainsi de l'argot à l'action. Tenez, prenez une lettre en jarre du détenu à sa gagneuse. Si elle est esbrouffante à souhait, elle est faite pour être lue dans tous les petits bars des vrais du Barbès au Lap, à la ronde, comme les lettres de la marquise étaient écrites verveuses, fruitées, poustouflantes à souhait, pour que les châteaux s'empâment, que les châtelaines en jabotent, rotent, jutent, se les repassent du Périgord en Beauvaisis. Pareil les bonnes lettres des barbeaux. Regardez, amusez-vous que le même assassin écrivain qui rédige en jarre et sanglant pour sa gagneuse et ses petits potes écrit pas du tout javané au juge d'instruction que non, toute vapeur arrière convenable, que du sérieux. Quand le drame est là, le véritable, pas le drame pour cinéma, personne sait plus le jar, le certificat d'études vous sauve, le jar vous perd. Votre conclusion? L'argot a son rôle, oui, certes. L'histoire de tous les piments, il y en a pas. Votre brouet est con, il y en a trop, encore plus con, il y faut un tact. Tout à l'heure, vous me parliez du jeu, maintenant vous me parlez d'argot. Mais c'est vous, dites donc, colonel, c'est vous qui avez changé le sujet, vous qui avez commencé l'argot. Ah oui, c'est bien possible. Combien de pages on a? 100. Il a resté à 100. Pour moi, il les comptait à rebours, pochetés. Si nous parlions un peu d'amour. Oh, pas si fort, les gens nous écoutent. Qui, les gens? Il n'y avait pas un chat, tout près, et puis je parlais pas si fort. Positivement, ce colonel était braque, il avait les yeux d'abord, et perdu l'auto. Il se passe rien de tragique, colonel. On se parle de n'importe quoi, bric et broc. Vous êtes pas d'avis? C'est un interview sans façon, voilà, sans façon. Je vous proposais de parler d'amour et de chansons d'amour. C'est pas un sujet pour un square? Les chansons d'amour dans un square? Vous voulez pas que je vous en chante une? Exemple de lyrisme populaire? J'ai gagné ma vie en chanson, moi. Vous? Oui, fidélité, caresse, éternité, tendresse. J'ai manié ça. Vous voulez en écouter une? Non, je pars. Partez pas, restez, colonel, je chante plus. Il s'en allait, positivement, il se rassoit. En voilà, dites qu'ils l'ont chouette. Qui? Mais les chansonniers de l'amour. Tout leur est permis, sapristi gâté du lyrisme, rastaquaire du truc, tout ce qu'ils veulent de jeu, jamais trop de jeu, de leur cher jeu, pensez. Ils ont l'espèce avec eux, toute l'espèce, troubadour à la reproduction, printemps 365 jours par an. Un chansonnier de l'amour vaut son poids de sperme. Vous voulez étonner le lecteur? Oh, pas du tout, je suis pas très modeste, colonel, mais là, j'avoue, j'invente rien. La bête à 2 têtes est grotesque, pas d'hier, depuis que le monde est monde. La bête à 2 têtes est cochonne, qu'elle dit, qu'elle prétend, mais pas du tout. En vérité, elle est à rire, voilà ce qu'elle est. Elle a pas la force du cochon, de loin, de très loin. L'homme est qu'un pauvre va de la gueule aux exploits de l'amour.
d'amour, sous mouche même, oui colonel, sous mouche, sa petite épilepsie de l'espèce pour l'espèce, que de préparation, que de petits cadeaux, suctions, serments, chichi, et après, 8 jours sur le flanc, le plus fragile système nerveux du règne animal. La vérité, la mouche à côté, qui tire ses 100 coups la minute, une titane, la mouche colonel, une véritable titane. Vous croyez? Je pense, toute la détresse de Don Juan est de pas être puissant comme une mouche. Vous donnez ça dans l'interview. Pourquoi pas? Je pense, ça vaut bien autre chose. Les gens aiment à être instruits sans peine. Croyez-vous que Gaston sera intéressé? Oh, pas du tout, s'il s'en fout. Du moment que ça touche pas au coffre, à son coffre. Vous le croyez alors si vénal? Non, mais il est riche. Alors, les hommes riches sont coffres. Alors? Ils pensent coffre. Ils veulent qu'être de plus en plus gros, plus en plus blindés, plus en plus invulnérables. Le reste, ils s'en tapent. Plus gros que les plus gros, plus pleins que les plus pleins, plus durs que les carapaces les plus chromés, de tous les temps que réunis, de toutes les armées possibles. Voilà l'idéal. Voilà tout ce qui les intéresse. Tous les gens qui viennent leur parler sont autant d'emmerdeurs suspects, d'espèces de dévaliseurs et fracteurs. Mettons, mais Pollan, il est pas coffre-fort, lui. Non, et il respecte la NRF, lui, pourtant. C'est son gagne-pain, le respect, Pollan. Il publiera votre interview, vous croyez? Diantre, s'il en veut pas, il le foutra en l'air. Et s'il le passe? Il le payera 3000 francs la page. Il paye sa femme de ménage, à la beurre égale, bien davantage. Et il file doux. Il a une femme de ménage. Parbleu, c'est ça que je lui jalouse le plus, sa femme de ménage, et je suis pas prêt de lui pardonner. Vous êtes aigri, vous êtes envieux. Oh oui alors, et je m'en flatte. Jaloux terrible de tous ceux qui se font servir, qui ont une femme de ménage à l'heure, de toutes les personnes qui font pas jamais leur vaisselle. Il y a 20 ans, moi, colonel, que j'ai plus de femme de ménage, moi, mutilé de la guerre 14, génie des lettres et de la médecine, tous ceux qui ont des femmes de ménage sont autant d'effrontés jocrisse, jouisseurs feignants, à pendre tous, colonel, à pendre, aux Champs-Élysées, à midi, voilà la vraie classe haïssable, d'un côté du rideau ou de l'autre, pas d'histoire, vous en avez une, bien sûr, une femme de ménage, vous vous faites servir, vous avez une tête à ça, oui, j'avoue, et vous êtes retraité en plus, je parie, oui, retraité simple ou indexé? Indexé. J'étais sûr, la fin de tout, l'oisiveté dans la sécurité, heureusement que les Chinois vont venir. Pourquoi? Pour en finir, cette bonne branque, pour vous faire construire le canal la Somme Yangtze-Kiang. Vous savez, vous? Oui, je sais. Vous mettez ça dans l'interview. Et comment, je pense bien, et les détails. Non. Il se lève, il part ce coup-ci. Je le rattrape. Vous me parlerez plus de politique. Non, je vous jure, c'était seulement un détail, ce canal pour rire, de bout en bout, à la main, à la petite cuillère à café, qu'à la petite cuillère à café. C'est pour rire alors, c'est pour rire. Mais évidemment, colonel, vous avez pris ça au sérieux? Voyons, comptez les pages, comptez vos pages, faut qu'il rie à la NRF. 110 pages. C'est pas assez, vous croyez? Non, colonel, il y a les papillotes pour Pollan. Il fait des papillotes, Pollan? Oui, des papillotes hygiéniques, avec vos chefs-d'œuvre. Je pense bien, quand mes chefs-d'œuvre lui plaisent pas, j'ordonneront. Bon, peut-être que le lyrisme plairait mieux. Il propose, et il redoute que je lui reparle politique. Si vous voulez, je vous disais, question lyrisme, que même le lyrisme d'amour donnait plus beaucoup. Pourquoi? Parce que les chanteurs de charme l'ont esquinté à l'extrême, surbranlé à mort. Ah, vous avez sûrement la radio, hein, colonel? Oui? Eh bien, vous êtes pas de mon avis? Pas plus funèbre à écouter que chanteurs et chanteuses d'amour, hein? Ils sont tous accablants de tristesse. Qu'en pensent les mères, le dites, et Pinson, et Rossignol, de ces messes d'enterrement d'amour, et même les moineaux? Vous en avez contre la chanson maintenant? Oh, pas du tout, mais j'aime pas les chantres effondrés. Attendez, je compte. Et il compte, et il recompte. Il fait seulement 72 pages. Il s'est égouré. Je l'avais dit. Vous, maintenant, posez des questions. Je veux qu'il turbine.
Vous me laissez pas. Si, je vous laisse, allez-y, interrogez-moi. Une question. Elle a réfléchi. Allez-y. Comment vous est venue l'idée de votre soi-disant nouveau style? Par le métro, colonel. Comment? Au moment où je prenais le métro, j'avais des hésitations. Ah? Au moment de le prendre, je vous l'ai déjà dit, vous m'avez pas écouté, vous avez rien écouté. Comment le métro? Pas le métro. Le nord-sud, à vrai dire. C'était le nord-sud en ce temps-là. Alors? Voilà. Il m'interrompt. Vous permettez? Je vais faire pipi. À votre aise? Mais où? Il me montre la sortie du square, le portillon à battant, et de l'autre côté des fusains, la Vespasienne. C'est pour ça qu'il regardait par là, pardi, tout le temps par là, et qu'il se tortillait, qu'il m'écoutait pas, il louchait. Pardi, je suis sûr qu'il avait rien retenu, même pas l'essentiel, que j'étais le seul écrivain du siècle, moi. J'y avais assez répété, que toute la bande des autres, poids, qui remplissaient des pages entières de critiques entièrement payées, confusieux, scrifouilleux la honte, poids, valaient pas leur bic, leur rechange de bic, gâteux avant l'heure, tous et toutes, essoufflés, gaffeurs, plagiaires, encombreurs de quais, charlatans sans orviettant, clique à vous faire lire les Goncourt, positivement, avorton privé de tout formol. Je m'étais donné tout ce mal pour rien, je lui avais raconté qu'une nuit j'avais eu une sorte de cauchemar, j'étais chez les mantes religieuses, je vous l'ai dit plus haut, elle s'était toute mise en Mauriac, elle se faisait filmer, plus tard j'ai encore revu Mauriac, je lis son article tous les matins, il était en moto ce coup-là, en menthe religieuse en moto de bonne sœur avec cornette, pour cacher sa difformité, il allait chercher Claudel, ils partaient tous les deux pour l'Est, ils allaient résister par là, ensemble, avec épée, tout, on n'y a pas été en 14, on ira en 74. Pour aller à l'Est, faut descendre les Champs-Élysées. S'il y avait du monde, ils recrutaient, ils distribuaient des girouettes à l'œil, et cette foule au théâtre français, on les portait en triomphe, pour leur fortune, et leur piété, et leur démerdage, et pour l'aude, Claudel en cornette. C'était l'Est pour eux, le théâtre français. Par rapport à leur journal, s'ils se donnaient, l'un comme l'autre, le triomphe qu'on leur faisait, des scènes vraiment inoubliables. On a l'habitude qu'ils disaient « on les a eus, on les aura ». J'étais en pleine digression, loin de mon sujet. Mon colonel perdait le fil. Vite, à mon histoire, ma propre histoire. Les dons que j'avais reçus, moi, du ciel. Pourtant, tous les tons, j'avais insisté. Des dons vraiment extraordinaires. J'y avais fait répéter 100 fois, basta qu'ils se souviennent, que c'était moi le vrai seul génie, le seul écrivain du siècle. La preuve qu'on parlait jamais de moi, que tous les autres étaient jaloux, Nobel, pas Nobel, qu'ils avaient tous essayé de me faire fusiller et que je les emmerdais d'autant à mort, puisque c'était question de mort entre moi et eux, que je leur ferais sauter les lecteurs, tous les lecteurs, que je les ferais se dégoûter de leurs livres, cabale, pas cabale, qu'il n'y avait pas de place pour deux styles, c'était le mien ou le leur, le crawl ou la brasse, vous pensez, le seul inventeur du siècle, moi, là, devant lui, le seul génial, qu'on pouvait dire maudit, pas maudit. Écoutez-moi encore un peu, monsieur le colonel Reseda, vous irez uriner plus tard, le grand libérateur du style, toute l'émotion du parler à travers l'écrit, c'est moi, pas un autre, vous me comprenez, colonel? Ah? Quel être bouché! Je vous ai pas fait la description de ce Reseda bouché, si obtus, l'aspect qu'il avait, sa taille, son visage, non, vous diriez c'est tel ou tel, je l'ai pas imaginé non plus, on aura beau dire, il a parfaitement existé, il avait les moustaches teintes, les sourcils aussi, il était à peu près de ma taille. Colonel, voyons, mon style rendu émotif, revenons à mon style. Pour être qu'une petite trouvaille, je vous l'ai dit, c'est entendu, ébranle quand même le roman d'une façon qu'il s'en relèvera pas. Le roman existe plus. Il existe plus.
Je m'exprime mal. Je veux dire que les autres n'existent plus, les autres romanciers, tous ceux qui n'ont pas encore appris à écrire en style émotif. Il n'y a plus eu de nageurs à la brasse une fois le crawl découvert. Il n'y a plus eu de jours d'atelier possible, plus de radeaux de la Méduse possible, une fois le déjeuner sur l'herbe. Vous me saisissez, colonel? Les attardés se défendent, bien sûr, mille convulsions, et qu'ils sont méchants, agoniques, pas approchables. Et attention, pire, colonel, pire. Ma petite découverte bouleverse pas seulement le roman, le cinéma capote de même parfaitement. Elle fout en l'air le cinéma, oui, lui-même. Il n'existera plus, agonique qu'il est depuis toujours, né agonique, ectoplasmique, nous dirons sinistre. La fin des écrans, colonel, je vous l'annonce. Il serait trifouillé la braguette, en fait, de m'écouter. Là, vraiment, les gens regardent. Ah, allez-y, allez-y. Il y avait pas loin, 20, 30 mètres. Il se lève, il me jette. Vous écrivez rien. Il écrivait plus, lui, le salaud. Non, c'est pas la peine. Vous vous souviendrez. Vous allez pas être si longtemps. Oh, quand même, 5, 6 minutes. Ça va pas. Je suis un peu inquiet en ce moment. Ah, je suis un peu prostatique. Je pourrais vous faire un toucher, mais pas dans ce square, plus tard, plus tard. Il croit que je plaisante, il hausse les épaules, il s'en va, il boite, il part. Je reste assis. Je pense à tout ce qu'on s'est raconté. Je me souviens de tout, au mot à mot. C'est pas beaucoup à se vanter d'avoir la mémoire phénomène. Vous êtes tout encombré de souvenirs qu'il vous faut ruminer, classer. Et là, tout compte fait, mis ensemble, des vraiment pas brillants souvenirs. Et si vous avez le don des langues en plus, si vous en parlez 2, 3, 4 langues étrangères qui sont aussi dans votre souvenir, le colonel pissait toujours. Je pensais à tout ce qu'on s'était dit, et puis à des faits rigolos à propos de mémoire. J'ai eu une belle-mère qui était encore bien plus douée que moi. À 80 ans, elle se souvenait très exactement de tous les numéros de tous les fiacres qu'elle avait eu l'occasion de prendre. Pas seulement avec sa maman, visitant Paris, mais plus tard encore, voyageant. Les numéros de toutes les voitures, en Russie, en Perse, en Hollande. Elle avait appris 5-6 langues sans s'apercevoir, en voyageant, sans effort, 3-4 semaines dans chaque pays, sans s'apercevoir. Moi, je mettais un certain temps à apprendre les langues, elle pas. Je pensais à elle, là, sur le banc, ce qu'elle était devenue, quel âge elle pouvait avoir, 110, 120 ans. Je calculais, au moment juste, Reseda surgit, il me surprend, je songeais. Colonel, c'est vous? Vous avez fini? Ça va mieux? Oui, mais dites donc, il attaque, votre affaire, votre truc émotif, puisque c'est de l'émotion parlée, si je comprends bien. Pourquoi vous dictez pas vos livres au lieu de les écrire directement, tout simplement? Il avait trouvé la poloche. Je le laisse, le finot, je le laisse me convaincre. Il y a des dictaphones merveilleux, dites, vous savez pas? Des micro-sillons fantastiques. Je le regardais, il se tripotait plus la braguette. Des dictaphones merveilleux. Il avait peur que j'ai pas compris. Et vous, colonel, vous pouvez peut-être m'écouter maintenant que vous avez fait pipi. Oui? Eh bien, je vais vous dire. Tous vos systèmes dictaphones, jabotophones, micro-sillants, valent pas tripette. Toute cette mécanique tue la vie, m'entendez-vous? Antivie, amusette pour morgue. Vous me comprenez, colonel? La machine à écrire et tout. Kiffe le cinéma, kiffe votre télévis. Autant de branlettes mécaniques. Je veux pas vous vexer, colonel. Partez pas, vous sauvez pas. Il se vexe. Je vous donne que mon avis. Et votre invention, vous, alors? Moi, c'est autre chose. Moi, je suis autrement plus brutal. Moi, je capture toute l'émotion dans la surface. D'un seul coup, je décide. Je la fourre dans le métro, mon métro. Tous les autres écrivains sont morts, et ils s'en doutent pas. Ils pourrissent à la surface, embandelés dans leurs chromos. Momies, tous, privés d'émotion, leur compte est bon. Et ils me regardent. Vous voulez retourner faire pipi? Je lui propose. Non, il veut pas, il louche, il est perplexe, il louche plus. Vous voulez retourner faire pipi? Non, si je lui parlais un peu d'autre chose. Vous écrivez plus, colonel, vous prenez plus de notes, vous vous en foutez. Non, notre interview tourne en couille. Et votre manuscrit? Vous ne parlez pas de votre manuscrit, vous? Je veux le ranimer, cet imbécile.
Il n'est pas encore publié. C'est qu'un détail, ils en publient 500 par an. Ah ah, je l'intéresse. Il va l'être, croyez, colonel. Il va l'être si je m'en occupe. Si je vous pistonne à Gaston, est-il chromo, votre manuscrit? Dites-le, dites-moi tout. Un peu, un petit peu. Est-il un peu tendancieux? Comment? Un petit peu ci, un petit peu ça. Un petit peu tout de même engagé, mais pas tellement. Un petit peu curé peut-être, sur le bord. Pas trop, oh pas trop. Un petit peu gidien. Oh oui. Sans excès? Non. Ou tout à fait. Avec des nuances. Beaucoup de nuances. Bon, est-ce qu'on peut dormir en le lisant? Oh oui. Vous êtes certain? Ma femme le lit tous les soirs. Et elle s'endort? Oui. Bien, je vais le recommander à Gaston. Il lit tout lui-même, monsieur Gallimard? Plutôt son comité de lecture. Ils lisent en dormant. Oui, ils ont lu Le Voyage, comme ça. Ils lui ont donné une bonne note? Oh, pas mauvaise, mais en retard. C'est un autre qui l'a publié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils ronflaient. C'est étrange. Non, c'est pas étrange. Il y a que les crèves-la-faim qui sont réveillés, les autres dorment. Tous les gens sûrs du lendemain dorment. On les voit partout, en auto, au bureau, à la campagne, en ville, dans le monde, en croisière. Ils se font balader beaucoup, blablater beaucoup. Ils ont l'air de faire quelque chose, ils font rien, ils dorment. Mais vous alors, monsieur Céline, qui vous faites entendre par Gaston, vous avez une sorte de secret, vous le réveillez? Quel genre d'homme donc est ce Gaston? Il me cuisine. Monsieur Gallimard est fort riche. Ah? Nul besoin d'en savoir plus. Le reste, on s'en fout. Est-il toujours riche? Ça va. Il peut beaucoup, il est ruiné, il peut plus rien, et il nous embête. Il est toujours riche, vous croyez? Oui, je crois. Pourquoi? Il se plaint beaucoup, c'est très bon signe. Son conseil d'administration lui mène la vie dure, qu'il dit. Très bon signe aussi. Jérémiade de très bonne aloi. Il peut faire beaucoup pour moi? Tout ce qu'il veut, pardine. Il peut faire de vous, en 6 mois, le plus grand écrivain du siècle. Comme vous. Bien plus grand que moi. Comment? C'est son affaire. Ce qui m'interloque, vous permettez? Mais oui, permettez-vous. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel en somme, enfin Céline vint, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Pourquoi M. Gallimard ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idée tactique. Il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra? J'ai l'impression, il se fatigue pas. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos livres? Il les enfourne dans sa cave, il les cache bien, avec des milliers d'autres. Il stocke. Il stocke les manuscrits aussi? Parbleu, bien sûr. Mon manuscrit? Certainement. Ah là. Vous dandinez pas de cette façon, colonel. Vous me saoulez. Je vous saoule. Allez pisser, je vous attends. Il a trop envie, le cochon, mais il veut pas. Mais il résiste. Nous en avons peut-être fini? Oh non, colonel, oh non. Justement, voilà le moment le plus pathétique. Ah? Vous prenez plus de notes? Le moment de montrer de génie. Ah, il n'y a pas de Sautez, pissez, revenez, oust. Non, je préfère. Je pisserai après, si la pissotière était prise. Voilà un prétexte. Vous ergotez, colonel. Bon, vous voulez pisser plein votre froc? À votre aise. Je vous termine mon histoire. Oui, vite. Voilà, Blaise Pascal. Vous vous souvenez de Blaise Pascal? Oui. La révélation qu'il a eue sur le pont de Neuilly, ses chevaux emballés, son carrosse versé, une roue emportée, qu'il a bien failli boire la goutte. Ah oui. Vous vous souvenez? Il était assis, il tenait plus, il se relevait, il se retripotait l'entrejambe. Je l'empêchais d'aller. Mais non. Allez-y. Ah oui, Blaise Pascal. Il se souvenait. Celui des pensées. Exactement, colonel. Celui qui voyait plus qu'un gouffre, toujours un gouffre. Depuis ce jour-là, du coup de la frayeur, le gouffre à sa droite. Oui, à sa droite. Il répétait tous mes mots. Allez pisser, colonel. Oh non. Bon, comme vous voulez. Le gouffre à sa droite. Et puis en l'air, colonel, en l'air après, les espaces infinis m'effraient. De Pascal aussi, colonel, une sacrée pensée de Pascal. Vous vous souvenez?
Oui, oui, oui. Ça y avait transformé la vie, ce terrible accident du pont, de fond en comble, libérer le génie, son génie. Ah? Oui, colonel. Moi, regardez-moi, colonel. Je suis un type dans le genre de Pascal? Pas possible. Si, je vous le dis. Nom de Dieu, regardez-moi. Il se dandinait de plus en plus. En même temps qu'une de ses grimaces, il souffrait. Il en pouvait plus. Je peux dire là que les gens nous remarquaient. L'urine lui dégoulinait des jambes, plein le sable. Il dandinait dans sa flaque. Je lui foutais un coup de boule dans le chou, supposition, il allait à dame. Il me débarrasserait. Mais mon interview, alors, qui était presque terminée, plus que quelques mots. Vous voulez pas aller pisser? Absolument. Bon, soit. Retenez au moins bien ceci, le fait historique, colonel, toute la valeur de l'interview, qu'on n'ait pas travaillé pour rien. J'ai éprouvé moi aussi exactement, ou à peu près, le même effroi que Pascal, le sentiment du gouffre. Mais moi, c'est pas au pont de Neuilly, non, ça m'est arrivé au métro, devant les escaliers du métro, du nord-sud. Vous entendez, colonel? Du nord-sud. La révélation de mon génie, je la dois à la station Pigalle. Comment? Il se dandine toujours. Maintenant, vraiment, on nous épie du banc à côté, de l'autre, plus loin. Tant pis. Donc, colonel, vous m'écoutez? Je vous disais qu'en ce temps-là, non, je vous l'ai pas dit, je vous le dis. Je menais une vie agitée, j'avoue, assez agitée. Je fonçais d'un bout à l'autre de Paris pour un oui, un non, à pied, en métro, en voiture. Oui, voilà comme j'étais. Pour une dame qui me voulait du bien, pour une dame qui m'en voulait pas, et pour des raisons plus sérieuses. Ah oui, plus sérieuses. Je consultais ici et là, en particulier, je devais me rendre à ici presque chaque matin pour une consultation d'usine, et je demeurais à Montmartre, vous vous rendez compte? Chaque matin, Pigalle ici, l'autobus, une fois, deux fois, ça va, mais tous les jours, ça fait réfléchir tous les jours, je vous assure. La meilleure façon, métro, vélo, autobus, je prenais le métro, j'y allais en vélo ou à griffe. Oh là que j'ai hésité, tergiversé, renoncé. Le noir métro, ce gouffre qui pue, sale et pratique, le grand avaloir des fatigués, où je restais dehors. Je bagotais, be not to be. L'autobus, cet angoissé monstre grelottant, hoquetant, bégayeur à chaque carrefour, qui perd des heures à être poli, à pas écraser la rombière, à attendre que dessous son pare-choc se dépêtre le triporteur venu s'y foutre. Père de famille, de 6 enfants, où je fonçais à pied, par les rues, 1, 2, ici à pied, sportif de sportif, c'était le dilemme. Les profondeurs ou la surface? Au choix d'infini, la surface est pleine d'intérêt. Tous les trucs, tout le cinéma, tous les plaisirs du cinéma, pensez, les minois des dames, les posters des dames, et toute l'animation autour, les messieurs qui piaffent, l'éclaboussement des vanités, la concentration des boutiques, le bariolage, les étalages, milliards à gogo, le paradis en étiquette. Attends l'objet, attends le kilo, femmes, parfums, comestibles de luxe, les convoitises, 1036 nuits chaque vitrine. Mais attention, ensorcelure, vous voilà film, transformé film vous-même. Et un film, c'est que des anicroches, de bout en bout, canicroche, perte de temps, carambolage, cafouillade, méli-mélo, flic, vélo, croisement, déviation, sens, contresens, stagnation, zut! Boileau s'y amusait encore, il serait écrasé de nos jours, foutre des rimes, le Pascal dans une 2 chevaux, je voudrais le voir un peu du printemps à la rue Tébou, c'est pas un gouffre qu'il aurait peur, 20 abîmes, la surface est plus fréquentable, la vérité, voilà, alors, j'hésite pas moi, c'est mon génie, le coup de mon génie, pas 36 façons, j'embarque tout mon monde dans le métro, pardon, et je fonce avec, j'emmène tout le monde, de gré ou de force, avec moi, le métro émotif, le mien, sans tous les inconvénients, les encombrements, dans un rêve, jamais le moindre arrêt nulle part, non, au but, direct, dans l'émotion, par l'émotion, rien que le but, en pleine émotion, bout en bout. Comment?
grâce à mes rails profilés, mon style profilé. Oui, oui, express profiles, spécial. Je lui faut ces rails au métro, moi, j'avoue, ces rails rigides. Je leur en fous un coup, il en faut plus. Ces phrases bien filées, il en faut plus. Son style, nous dirons, je les lui fausse d'une certaine façon, que les voyageurs sont dans le rêve, qu'ils s'aperçoivent pas, le charme, la magie, colonel, la violence aussi, j'avoue, tous les voyageurs enfournés, bouclés, double tour, tous dans ma rame émotive, pas de chichi, je tolère pas de chichi, pas question qu'ils échappent, non, non. Vous voyez ça, et toute la surface avec moi, hein, toute la surface, embarquée, amalgamée dans mon métro, tous les ingrédients de la surface, toutes les distractions de la surface, de vive force, je lui laisse rien à la surface, je lui rafle tout. Ah, non, colonel, non, parfaitement, tout dans mon métro émotif, les maisons, les bonhommes, les briques, les rombières, les petits pâtissiers, les vélos, les automobiles, les midinettes, les flics avec, entassés, pilés, émotifs, dans mon métro émotif, je laisse rien à la surface, tout dans mon transport magique. Ah, la violence. Vous êtes le magicien? Oui? Non? Alors que votre charme opère. Certains lecteurs récalcitrent. La trique, colonel. Qui préfère le cinéma? La trique. Qui préfère le chromo? La trique. Vous êtes le maître des sortilèges. Vous leur prouvez les enfermants bouclant double tour. Vous entendez être obéi. Le langage parlé à travers l'écrit. Votre invention. Pas d'histoire. Pigalle ici sans obstacle. Pas de considération permise. Dans l'enchantement, vous tolérez pas d'esprit fort, de dialecticien par exemple. Plus un carrefour, plus un feu jaune, plus un flic, plus une paire de fesses à la traîne. Vous me comprenez, colonel ? Oui, plus un camion qui vous harponne. L'artiste que vous êtes, votre métro s'arrête à rien. Vous vous êtes profilé un style. Oui, colonel, le style au plus sensible des nerfs. C'est de l'attentat. Oui, je l'avoue. Ah, par exemple, vous emmenez tout. Oui, colonel, tout. Les immeubles de cet étage, les féroces grondants autobus, je laisse rien à la surface, je lui laisse rien. Ni colonne Maurice, ni les demoiselles harcelantes, ni mes gautiers sous les ponts, non, j'emmène tout. Les ponts avec. Rien vous empêche. Non, colonel, à l'émotion, colonel, rien qu'à l'émotion, l'haletante émotion. Oui, mais, y a pas de oui mais, j'embarque tout, j'enfourne tout dans ma rame, je vous répète, toutes les émotions dans ma rame, avec moi, mon métro émotif prend tout, mes livres prennent tout. Ah, par exemple, et les étrangers, les écrivains étrangers, ils existent pas, ils sont encore à déchiffrer Madame Bovary, la scène du fiacre, et Boule de Suif, qu'ils démarquent horriblement mal, ils iront jamais plus loin. Leur sensibilité est pas faite, et sera jamais faite, je crains. Ils vont peut-être vite en avion, mais dans les arts, qu'est-ce qu'ils trimballent? Pourtant on parle d'eux, on les traduit. C'est la formidable escroquerie, qu'on supprime leurs agences de presse, leurs fantastiques publicités, leurs phénoménal culot, ils existeront plus. Mais leurs lecteurs, les lecteurs français sont snobs, gogos et serviles. Ils sont bluffés. Et ils sont contents d'être bluffés. Ils trouvent des écrivains, d'ailleurs, qui écrivent tous comme les Daily. Les voilà heureux et fiers. L'auteur le plus lu dans tous les pays du monde, le plus traduit dans tout l'univers, c'est Daily, colonel. Daily. Les langues étrangères, tout de même. Il n'y a qu'une seule langue, colonel, en ce monde paracafouilleux, une seule langue valable, respectable, la langue impériale de ce monde, la nôtre, charabia les autres, vous m'entendez? Dialecte bien trop tard venu, mal sapé, mal léché, arlequinade, rauque ou miaulant à peu près pour rastaquaire, zozoterie pour clown, voilà, colonel, je sais ce que je cause, et j'admets pas la discussion. Salut, tu as aimé cette lecture de ces lignes? Alors mets-moi un petit like, un commentaire, abonne-toi, fais-moi un petit don sur Tipeee, parle-en à tes amis. Pour pouvoir continuer, j'ai besoin de 1000 abonnés, alors je compte sur toi.
Joue-moi un câlin, ballon.